La fille à la queue de cheval, c'était moi. L'emblème, la mascotte, la fierté de notre village. J'étais le sosie de ma mère, protégée par mon frère, adorée par mon père. J'étais parfaite. À la sortie de la messe, on disait de moi « Musclée, hein? Et gracieuse en plus. Oh, jolie, ces petites mèches blondes, hein? Ça lui va bien. » Ma crinière était entièrement lissée, bien attachée, mes mèches blondes parfaitement décolorées. La fille qui embrassait le meilleur footballeur du village, c'était moi. J'étais convoitée et aimée par tous les garçons, admirée et jalousée par toutes les filles du village. Mon rêve, c'était finir l'école, trouver un job, m'installer dans le village ou celui d'à côté, avoir mes enfants, ma télé, mon canapé, mon mec, ma vie. J'aimais ça. J'aimais cette idée-là. Le cliché de la provinciale, ça que je suis, ça que tu te dis, je crois que ça m'allait à moi. De toute façon, j'écoutais pas vos émissions de radio. Pour moi, c'était un truc d'intello, un truc des gens de la ville, à croire qu'ils savent toujours tout sur tout. À nous dire ce qu'il faut faire et comment le faire. J'avais pas besoin de m'intéresser aux autres, moi, ni au monde. Mon espace, ça me suffisait largement. À la radio, vous parliez entre vous de vos mondes, le mien n'y existait pas, ou alors seulement pour s'en moquer. À tout savoir surtout, je préférais encore les vieilles, à la sortie de la messe. C'était ma radio locale. Et elle me convenait parfaitement, ma radio locale. Des pattes qui nous permettent d'aller à la boucherie. J'ai mis un petit peu de l'aurora. Et à la retraite. Et apparemment, elle s'y fait pas. S'y fait pas, il faut qu'on l'oublie. Voilà. Bon, on comprend. Le secret, c'est d'être toujours bien content de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'elles doivent se dire aujourd'hui? Ma vie, je l'aimais. Je m'y sentais en sécurité. J'organisais les bals, notamment le bal des pompiers, celui du 14 juillet. Je gérais les entraînements de gymnastique, 3 heures minimum, 3 fois par semaine. La championne du village et des villages alentours, c'était moi. Championne à la poutre, le sens de l'équilibre. Je l'ai bien perdu, l'équilibre. Mes week-ends, ils étaient toujours organisés de la même manière. Le samedi après-midi, descente au centre commercial, soda, boutique et un passage obligatoire chez Martine Coiffure. Parce que le samedi après-midi, c'était la grande journée des potins chez Martine. Le samedi soir, pizza et beuverie au bar-tabac du village. Le dimanche matin, match au stade du village. Le dimanche midi, repas de famille chez ma grand-mère. Et le dimanche après-midi, glander au stade en fumant clope sur clope. L'ennui, le véritable ennui, la glande. Ma vie, c'était nager dans le barrage en été, faire la transhumance avec mon oncle, monter le troupeau à la belle saison et le redescendre pour l'hiver, grimper sur la motocross de mon frère, surtout sans casque pour coller ma joue contre son blouson, vendre le muguet au 1er mai, des brioches à la sortie de la messe, à Pâques et à toutes les fêtes de l'église catholique, organiser les tournois de pétanque, fêter les mariages, les anniversaires, les baptêmes, les cousinades. Un sacré bordel, ces cousinades. Des beuveries où mes oncles finissaient toujours par s'endormir mort-bourrés sur une table. Où mes tantes, elles enchaînaient les petits plats avec les éternels ragots et médisances. Surtout sur mon cousin, celui qui avait osé quitter le village pour aller s'installer à la capitale. Dans le canapé, m'affaler dans les bras de mon père, gueuler en regardant les infos et pester en même temps que lui. J'aidais ma mère à la cuisine et je fumais une clope avec elle après la vaisselle. Le sens de la famille. Ma maison, ma campagne. Ma boulangerie,
collé au bar tabac, les piliers du bar tabac, le foot sur tous les écrans du bar tabac, Jojo et sa femme, derrière le comptoir, gérant et psychologue à temps plein, qui écoutent les mêmes histoires, les mêmes commérages, depuis des années, sans jamais juger et sans jamais se lasser. Le camping, près de l'étang et du barrage. Mon père, qui pêche avec mon frère. Le gymnase, l'ancien gymnase, les beuveries, les mobylettes, les scooters débridés, les motocross qui tournent autour du stade tous les soirs de 17h30 à 19h. Ce ronronnement de mobylettes qui s'arrête seulement quelques instants. Le temps de fumer une clope, embrasser sa meuf ou dire bonjour à un voisin. La vie, quoi. Ma vie, quoi. Je l'aimais, moi, cette vie. Et j'en voulais pas d'une autre. Ce que je voulais, c'était avoir ma maison, mes enfants, mon mec, mon canapé et une chambre pour chaque enfant. Et mon père pas très loin. Mon père a toujours été fier de moi. T'es encore plus jolie que ta mère au même âge. Il peut être heureux, hein, ton mec. Hé, tu te rends compte de la chance que t'as, toi? Ma fille, c'est ma princesse, hein? Et moi, je faisais ce petit sourire en coin qui savait qu'elle était parfaite, ma vie. À son mariage, mon cousin, il a invité ses nouveaux copains, les citadins. Sur la piste de danse, les citadins, ils s'acclament entre eux. Ils se parlent anglais juste pour qu'on se sente mal de ne pas comprendre. Ils se racontent leur tour du monde, ils étalent leur figure de style, leur figure de danse. Super stylé! Ils étalent, ouais. Les mecs du village parlent trop, renversent du vin et sont bourrés de la réception. Alors, c'est vrai, on parle trop fort, on parle mal et on ne parle pas votre culture. Et sur la piste de danse, tu verras jamais aucun gars du village. Truc de fille, j'aime pas ça. Puissant et massif, pas de petits pas de danse pour les gars du village. Ah, les gens de la capitale. Ils pouvaient bien faire les malins et monopoliser le micro en chantant dans un anglais irréprochable. Les gars du village, eux, ils entonnaient un Jabon, la vache et Jabon, le veau, dit Saint-Jean, Bernard Gallo. Mais ils se foutaient de notre gueule, ces citadins. Ils se moquaient de notre accent, de notre vocabulaire, de nos corps, de nos fringues. Je leur aurais bien cassé la mâchoire, moi, ces précieux de la capitale. À la sortie de chaque bal, quand les gars commençaient à se cogner entre eux, je me mettais au milieu et je hurlais. Je les séparais et je les ramenais à la maison. Et pendant que mon père, ivre, pleurait dans mes bras en tentant de s'excuser, je prenais soin de lui. Et ce rôle-là me convenait parfaitement. Il me convenait. Mais pendant la fête du mariage, j'étais tranquillement assise à une table, et voilà qu'un gars de la capitale se met à me fixer et à me sourire. Je crois bien que je l'ai tapé dans l'œil. Il se lève pour m'inviter à danser. Je refuse. Je le regarde en manifestant mon dégoût et sans un mot, je lui tourne le dos. Le gars ne comprend pas, il insiste pendant un long temps, jusqu'à finir par m'insulter. Et la musique s'arrête juste à ce moment-là. Sa voix résonne dans toute la pièce. Mon père se lève. Mon frère se lève. Des hommes massifs et alcoolisés. Le citadin se liquéfie. Pauvre type, ouais.
Le lendemain du mariage, au petit matin, on a sorti la traditionnelle gnôle du vieux Charette. Le vieux Charette, c'est une icône dans le village. On l'appelle Charette parce qu'il passe en mobilette dans le village en tirant une vieille charrette derrière lui qui est remplie de broles. Des rats lui ont bouffé les doigts quand il était bébé. C'est pour ça qu'il porte des gants, Charette. C'est un sacré personnage. Il nous payait souvent l'apéro et il fait sa propre gnôle. Quel délice cette gnôle-là! Et surtout à 8h du matin, après un mariage, après une pampille, quand t'as pas fermé l'œil de la nuit. Je me suis allongée dans l'herbe avec mes gars. J'ai regardé le soleil se lever. Les anciennes du village nous ont rejoints, fraîches et pimpantes. Elles se sont activées, ont proposé à grignoter. C'était leur rôle. Je les ai aidées pour le service du petit déjeuner. Le brunch, ils appelaient ça les citadins. Ils se sont réveillés, on leur a servi le café, les croissants. On a installé des tables avec des salades, du fromage, de la charcuterie du pays, des cubis de vin. Et quelques abeilles se sont mêlées à nous, se glissant entre les tables et les convives. Et elles ont affolé les citadins qui se sont mis à brailler et à courir en agitant bêtement les bras. Les abeilles les faisaient danser. Quel spectacle! Allongés avec les miens dans l'herbe mouillée par la rosée du matin, à se faire tourner le reste de gnôle. Mais qu'est-ce qu'on a ri de ces pauvres types! Mais quel cliché! Ce jour-là, je m'en souviens bien, je me suis juré de ne jamais vivre en ville. Un ramassis de clichés. Rien qu'à me dire que mon histoire va être écoutée à la radio, je me dis que personne n'y croira. De toute façon, c'est de la fiction, ils ont dit. Racontez votre fiction. Mais moi, ce que je raconte, c'est pas de la fiction. Tous les dimanches, comme toutes les filles du village, j'encourageais mon frère et mon mec en fumant clope sur clope assises sur le banc. Il n'y a pas de club de foot pour les filles dans le village. Il n'y a que la gym. En vrai, j'aurais préféré faire du foot, mais j'ai jamais osé le dire à ma mère et encore moins à mon père. Et puis, je fais pas n'importe quoi, je suis pas n'importe qui dans le village. Comme ma mère, j'ai jamais perdu ma réputation. Enfin... On parlait de moi, à la boulangerie, au tabac-presse, à la supérette, aux 3 bars du village. On parle de moi. Bonne réputation, hein, la fille à la queue de cheval. Ça qu'il disait. On parlait de moi. Toujours la bonne attitude et toujours où il faut et quand il faut. Ah oui, oui, oui. Hein. Et puis, elle a le cœur sur la main, hein, cette gamine, je vous assure. Et c'est qu'elle se laisse pas faire, hein, ça non, non, non. Elle sait ce qu'elle veut. Ma réputation, je la travaillais. Toujours tout fait pour l'entretenir. Habillée simplement, hein. Elle est jamais vulgaire. Toujours simple, la fille. Et ses cheveux. Oh, mais oui, mais c'est qu'elle va chez Martine Coiffure, hein. C'est pour ça. Et puis c'est qu'elle a du caractère. On m'a dit qu'elle aurait un piercing. Oui, au nombril, hein, son piercing. Je l'enlevais pour la gym, le piercing. J'étais pas trop mauvaise à l'école, jamais d'heure de colle, mais pas trop forte non plus. Toujours à la bonne place, toujours prête à rendre service. Toujours au courant des derniers potins, toujours où il faut et quand il le faut. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour cette pauvre fille du village? Comment te le raconter? Qu'est-ce que je vais te raconter? Que son mec s'est barré avec sa mère? Ah oui, comme la Brigitte qu'on avait retrouvée dans les bras du petit copain de sa fille. Qu'elle a été violée dans une grange? Qu'elle est morte dans un accident de voiture? Ou un accident de moto?
Oh, ces motocross, j'ai toujours dit que c'était dangereux, hein. C'est qu'ils vont vite en plus, il paraît même qu'ils les débrident. Un coma éthylique? Comme le jeune Rémi, celui qui s'est étouffé dans son vomi, là, tu t'en souviens, lors de ses 19 ans, hein? On l'a retrouvé mort au petit matin dans son hamac, dans le jardin. Ah ben oui, mais bon, mais tout ce qui se met aujourd'hui, hein, ces jeunes aussi. Ou bien elle s'est jetée dans le barrage? Et tu t'en souviens de cela, le petit couple d'amoureux, celui qui s'est noyé l'hiver dernier? 80 ans, ils avaient. On les a retrouvés gelés, hein, gelés dans les eaux, oui. Oui, bon, ils étaient montés dans la voiture avec leur voiture, ils sont montés jusqu'au barrage. Et là, ils se sont garés et hop, ils se sont jetés dans les eaux, dans le barrage. Ou alors elle s'est perdue dans la neige? Quand il y a plus d'1 mètre de neige, le gamin, celui qui était tombé dans la crevasse, ben oui, il avait trop bu, encore, hein? Il était tombé, disparu. Bon, il avait fait la pampille pour ses 20 ans, et c'était au mois de décembre, je m'en souviens bien, parce qu'on l'a retrouvé au mois de mars, à la fonte des neiges. Tombé au mois de décembre, retrouvé au printemps. Son corps, il était tout décomposé, là. Enfin bon, quand même, la neige, le froid, ça l'avait quand même un petit peu conservé. On l'a reconnu, hein. Ouais. Quoi? Comment? Le feu à une grange? Une balle perdue? Sûr que c'est un coup des chasseurs. Oh, Bossen, elle s'est pris une balle lors d'une balade dominicale en forêt, c'est sûrement ça. Oh oui, ça doit être le Bernard, ça. Peut-être bien que c'est le Pierrot. Bah, ils avaient encore bu un verre de trop, hein. Oh, ça! Eh ben, le dimanche matin, avant la chasse, hein, c'est pas de tout repos, hein, c'est qu'ils en descendent, hein, des petits canaux. Bernard, c'était notre voisin. Un dimanche, il était tellement bourré, Bernard, qu'il est rentré de la chasse recouvert de sang, incapable de tenir debout, avec son fusil qui lui servait de troisième jambe. On a tous pensé qu'il avait fait une grosse connerie, mais non, c'était juste du sang. Le sang d'un pigeon, un pigeon qu'il avait buté. Comment il s'était retrouvé avec tout ce sang sur ce visage? Ah ben ça... les mystères de la beuverie. Je me demande bien ce que je vais te raconter. La réalité de la fiction. Quoique, dans tout ce que je te raconte, rien n'est vraiment de la fiction. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Mon dernier bal, celui du 14 juillet. Celui qui a fait la une du journal régional. Le bal où les gars du village ont pété les jambes à un gars de la ville et l'ont jeté dans le barrage. C'est ça qui a fait la une des journaux. Pourtant, rien d'exceptionnel à ça, c'est la routine, ça. Il y a des générations que c'est la guerre entre ceux de la montagne et ceux de la ville. C'était les gros titres dans tous les journaux locaux. Une énième bagarre qui dégénère. 17 ans, les genoux cassés, repêchés dans les eaux du barrage. Mais ils n'ont pas dit son nom au journal local. Mehdi, il s'appelait. Ils n'ont pas dit que c'était un acte raciste. Pourtant, quelques mois plus tôt, la brigade anticriminelle avait trouvé un pistolet mitrailleur, un fusil d'assaut, 2 fusils à pompe, 3 grenades et 2500 munitions dans la baraque d'un jeune du village. Un gamin de 22 ans qui faisait partie d'un groupe d'ultra-droite survivaliste qui chantait « À mort les gris » à chaque match de foot. C'est pas du racisme, hein, ça, non, non, non. Et c'est marqué son territoire. Ben oui, eh ben si ça n'avait pas été avec cette bande-là, c'est avec celle du village d'à côté que ça aurait dégénéré. Eh ben,
C'est comme ça, hein? Qu'est-ce que tu veux, toi? Nous, on peut pas comprendre, hein? On n'est pas pareil. Les garçons, eux, ils ont besoin de se défouler. Bref, personne ne s'est rendu compte que pendant cette baston annuelle, j'étais derrière le gymnase avec une fille. La voilà, la bascule. Ma langue qui glisse entre des cuisses humides. Sophia, la fille à l'arrière du vieux gymnase. La grande sœur de Mehdi. La vie du jeune homme qui s'est fait péter les genoux a basculé ce jour-là. Et ma vie a basculé. Après le bal, je me souviens de mon père qui radotait. Son avenir? Il en avait un d'avenir? Il n'y a pas d'avenir pour ces jeunes dans ce pays. Et de mon frère qui surenchérait. Des racailles. Sur vêtements casquettes, ils sont arrivés, les gris. En meute, ils sont arrivés, les gris, avec une affiche du bal. Je m'en souviens bien. C'est ici le bal des pompiers? Ils avaient demandé. Et ils avaient mis le feu à la piste de danse. Et les gars du village avaient eu honte. Ils étaient sur notre territoire. S'ils lui ont brisé les genoux, c'est qu'il a dû le chercher. Mon frère m'a expliqué. De toute façon, j'y suis pour rien, mais à un moment, tu sais où tu mets les pieds, non? Il y a des choses, tu les dis pas, ça se fait pas. Pourquoi ils sont venus là, ces mecs? Ils cherchaient la bagarre? Eh ben voilà, ils l'ont trouvée. Je l'avais vu, mon frère, mater les filles. Mater Sophia. Et les beurettes, tu les as vues? Des allumeuses. Eh, tape beurette sur le net, tu vas voir ce que tu vas trouver. J'avais toujours écouté mon frère. Mais j'avais beau me dire ça, que c'était cette fille, le diable, que c'est de sa faute qu'elle m'a allumée, qu'elle était juste venue foutre sa merde, je sentais que c'est moi, le diable. Moi, l'allumeuse, la gymnaste en jean serré qui se glisse sur la scène de bal. Moi, l'allumeuse, trahie par mes yeux, trahie par mon corps. Moi, l'allumeuse qui ne peut s'empêcher de faire une petite démo de salto arrière pour l'impressionner. Moi, l'allumeuse qui sort, se glisse derrière la salle des fêtes en lui faisant un petit signe discret de la tête, l'invitant à me rejoindre. Moi, l'allumeuse qui la dévore à pleine bouche. Moi, l'allumeuse et ma main qui s'agrippe à sa nuque, ses fesses, ses seins, ses cheveux. Tous les dimanches, comme toutes les filles du village, j'encourage mon frère et mon mec qui courent sur la pelouse du stade. Mais le dimanche qui a suivi le bal, je n'admirais plus les miens. Aboul Tagnol, elle m'a dit, Sophia. Vas-y, aboul Tagnol pour la bognole. Elle se marrait, Sophia. Et je savais pas quoi lui répondre. Je ne savais plus parler. Et elle, Sophia, elle a tout de suite su manier la langue. Où et comment manier sa langue. Je suis assise sur ce foutu banc de terrain de foot et comme tous les dimanches, l'équipe du village se prend une sacrée raclée. De l'autre côté du stade, près de la buvette, mon père, qui a déjà entamé la 3e mi-temps, gueule sur les joueurs. Et moi, depuis 1 mois, je la retrouve en cachette, Sophia. Depuis 1 mois, elle me donne des nouvelles de son frère, me disant que les siens vont monter et qu'il y aura vengeance. 1 mois que je ne dis rien. Que je trahis les miens? Les miens savent bien que les autres vont monter. En meute, ils attendent même. La meute, les représailles. C'est un rituel, un truc de mâle, un truc de coq, un truc de mec à qui on n'a pas appris le toucher, la caresse. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun de ces mecs-là qui a su me toucher comme cette fille. Comme Sophia.
Ma princesse, moi ce que je veux, c'est une chose. Une seule et unique chose. Sois heureuse, ma fille. C'est tout ce que je te demande. Mais qu'est-ce qui se passe quand on dit à son père qu'être soi-même, c'est glisser ses doigts sur la nuque d'une fille et surtout ne plus être assise sur ce foutu banc du terrain de foot? S'il y a bien un truc qui les rapproche, ceux d'en haut de la montagne et ceux d'en bas de la ville, c'est comment les mots résonnent dans leur bouche. Sale pédé! Ta fiole, ouais, ta pète! Alors une gouinasse? Une goudou? Une lesbienne dans le village? C'est facile de vous parler aujourd'hui à la radio, mais là, sur le banc de ce terrain de foot, sur ce putain de banc qui me cloue à regarder un match auquel je ne peux même pas participer, là, c'était autre chose. Dans le canapé, quand je me blottissais dans les bras de mon père, je savais que c'était peut-être notre dernière fois. Après la vaisselle, chaque soir, lors de la clope avec ma mère, elle me disait « Ton père s'inquiète. Il te reconnaît plus, il s'inquiète, ton père. » Elle s'inquiétait, elle aussi. « Tu peux tout nous dire, tu sais, on a une famille, on peut tout se dire. Sois toi-même, ma princesse, et tu seras heureuse. » Mais mon père ne connaissait pas moi-même. Moi-même, je ne reconnaissais plus moi-même. Et peut-être que moi-même, elle ne pourra pas le rendre heureux, mon père. Les valeurs de la famille, c'était notre truc, à nous. Notre rempart, notre pilier, notre socle. C'est nos familles qui nous étouffent? Ou c'est ce qu'on est qui nous étouffe? Je suis la fille à la queue de cheval, qui, comme tous les dimanches, regarde le match de foot en fumant clope sur clope. Mais dans ma tête s'est glissée une fille aux cheveux noirs et crépus. Et dans mon corps, une émotion dont la force, une force puissante et tranquille, va bouleverser ma vie et celle des miens. Ce jour-là, j'ai été la fille à la queue de cheval qui, dans un élan d'inattention, l'a détachée. Je me suis détachée. J'ai quitté mon mec, passé mon diplôme du secondaire, me suis inscrite à l'université en ville. J'ai appelé mon cousin, celui qui a trahi le village en s'installant à la capitale. Je suis allée vivre chez lui. J'ai expliqué à mon père que je partais étudier. « Et tu dis quoi? T'es pas bien ici ?» Dans le canapé, mon père a enlevé ses bras enroulés autour de mes épaules. J'ai essayé de dire à mon père, mais il n'a pas écouté. Il a quitté la pièce et avant de claquer la porte, il m'a lâché cette dernière phrase, me disant que j'étais sa princesse et que maintenant, il avait honte. Honte de moi. Honte de ses derniers mots. Il avait honte. Honte de moi. J'ai quitté le village, pris le train, suis arrivée à la capitale. Mon cousin m'a accueilli à la gare, il m'a offert un café. Il n'a pas réagi comme mon père, mon cousin. Il s'est contenté de sourire et a affirmé qu'il n'y avait pourtant pas plus lesbophobe que moi. Lesbo quoi? Il a ajouté que je n'avais pas à m'inquiéter et que je pouvais rester autant que je voulais. Il est devenu ma nouvelle famille. C'est parfois plus facile d'être soi-même face à des inconnus. Mon amour pour mon village me clouait. Il bloquait la vie en moi, comme le barrage retient les eaux. Presque du jour au lendemain, j'ai perdu l'équilibre sur la poutre, j'ai arrêté la gymnastique, j'ai détaché mes cheveux et je suis allée vivre en ville. J'ai commencé des études. J'ai fait tout le contraire de ce que je croyais vouloir. Mais avant, j'avais laissé mon numéro de téléphone à Sophia. Sophia, elle a grandi dans une famille musulmane.
Elle savait que si elle avouait son homosexualité à ses parents, elle serait certainement rejetée. Et quelques mois après mon départ, à la capitale, elle m'a téléphoné. Et ça, c'est le message qu'elle m'a laissé. Salut, désolée de pas t'avoir rappelé. Franchement, je te mens pas que ça allait pas tip top en ce moment. Mais là, ça va mieux et toi, ça va ? En fait, pour tout te dire, j'avais perdu beaucoup de poids, sûrement une légère dépression. Tu sais que j'allais même plus au foot. Moi et le foot, c'est une grande histoire d'amour. Je me posais beaucoup de questions. Dans les vestiaires, avec les filles, j'étais dans les douches et honnêtement, je pensais qu'à toi. Un jour, mon père et ma mère m'ont appelé pour une réunion au salon. Bon, assez bizarre puisqu'on n'a pas l'habitude de faire ça et c'est vrai que j'ai eu très peur. Ma mère se met à crier et à me dire « Tu fais que perdre du poids, tu vas nous dire ce qui se passe maintenant ?» C'est le fait que ce soit Mehdi, mon frère, qui me pose toutes les questions alors que il est dans un fauteuil roulant, les jambes à moitié cassées et c'est moi qui me... J'étais obligée de leur dire. Ma mère s'est mise à me hurler dessus en arabe, à me dire « Mais t'as un cancer, tu vas mourir du cancer !» Je pouvais pas laisser ma mère croire que j'allais mourir. Et donc là, je lui ai dit. Je lui ai dit que j'aimais les filles. Et j'ai reçu une gifle de ma mère, mais une baffe. Je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a décalqué la mâchoire. C'était une baffe de soulagement. Elle était heureuse et soulagée que je sois pas malade. Ma mère, en fait, elle en avait rien à foutre que j'aime les filles. C'était le dernier de ses soucis. Elle a eu trop peur. Puis t'as Mehdi, dans son fauteuil roulant, qui me regardait, qui me disait « Mais t'es dingue de rien nous avoir dit !» Il croyait que je me faisais harceler. Ma mère, elle m'a prise dans ses bras, elle m'a dit que j'étais son bébé, qu'elle m'aimait et que ça changeait pas sa vision vis-à-vis de moi. On a passé une superbe soirée en famille et puis je suis allée me coucher et j'étais en paix, j'étais libre. Ça pose pas si problème que ça qu'on le dise à nos familles. Et maintenant je vais mieux, donc je vais pouvoir venir te voir et on fera un foot. J'ai écouté plusieurs fois le message de Sophia sur mon répondeur. J'étais heureuse pour elle, mais pour la première fois, j'ai envié sa place. Parce que moi, j'ai mis 10 ans. 10 ans avant de revenir au village. Retour à la gare. Je prends le train. Je quitte la capitale. Le samedi soir, j'arrive en ville, la petite ville industrielle en dessous du village, celle de Mehdi et de Sophia. Terminus du train. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Le vendeur du tabac-presse où on peut acheter son ticket me dit « Il n'y a pas de bus pour le village, pas avant dimanche. » Bon, j'appelle Sophia. Chacune a fait sa vie de son côté, mais on est restés liées toutes les deux, comme deux sœurs. Elle me propose d'aller boire un verre dans la buvette d'un petit parc aménagé, juste en dessous de l'ancienne mine et de ses terris. Je regarde cette cité ouvrière comme une étrangère. Cette mine, son terri, ce parc, cette zone industrielle finalement pas si déprimante. Un groupe local joue ce soir à la guinguette. Des familles profitent des dernières lueurs de l'été. Comme quoi, cette ville est toujours
même les pires cités peuvent survivre. C'est fou comme ma vision des lieux peut parler de moi. J'enfile quelques bières. Une boule dans le ventre à l'idée du dimanche à venir. Sophia tente de me rassurer comme elle peut, mais elle a son histoire. J'ai la mienne à affronter. Bizarrement, dans l'autocar, le dimanche matin, quelque chose s'apaise en moi. La végétation sur la route en direction du village a changé. Elle s'est étoffée. L'air frais des montagnes me réconforte. J'ai l'impression d'être accueillie. La route tortueuse, la grandeur des sapins, ce vert, tout ce vert. Les paysages de mon enfance. Ce trajet dure 1 heure et pourtant, j'aurais eu besoin qu'il dure des semaines, des mois. Au terminus, j'ai vraiment eu de l'appréhension à descendre. Mais c'est ma curiosité qui l'a emporté. La place du village a été modernisée. Un restaurant qui promeut les produits du terroir s'est installé près du bar tabac. Près des places de parking, un panneau publicitaire. Il annonce les séances du cinéma local. Eh tiens, c'est chouette, il y a un cinéma aujourd'hui. Ah. La programmation laisse à désirer. Un dessin animé de mauvais goût et un vieux navet français. Finalement, je suis peut-être devenue une de ces citadines qui croient tout savoir sur tout. Je m'assois sur la terrasse du bar tabac, collé à la boulangerie, juste en face de l'église, de la place et du marché. Jojo et sa femme tiennent toujours le bar tabac. Ils me reconnaissent immédiatement. « Hé, la fille à la côte cheval, t'es venue téter la goutte ?» Je souris à l'idée que pour eux, même sans mes cheveux bien attachés et mes mèches blondes irréprochables, même des années plus tard, je suis toujours la même. Ma grand-mère baragouinait ça aussi. « Tu viens téter la goutte ?» Je commande un café. Je passe des heures sur la terrasse à regarder la vie du village. Ces retrouvailles, tout est si étrange. J'imagine mon père, assis dans le canapé, toujours à la même place, avec son odeur de déodorant bon marché et ma tête près de son aisselle. C'est dimanche matin. Les vieilles sortent de la messe, la radio du village s'enclenche, la foule s'empresse au marché. C'est une chorégraphie que je connais bien, et camionnette du marché. Ah, tiens, ça, c'est celle des 2 fromagers. J'adorais leur étalage de fromage de pays. Quand j'étais petite, tous les jeudis, elles s'arrêtaient juste en face de ma maison, elles klaxonnaient et tout le lotissement venait acheter du Cantal, du Saint-Nectaire, de la Fourme, des crottins de chèvre. Je descendais l'allée de notre maison en courant et mon père me soulevait pour que je puisse choisir les fromages qui empesteraient le frigo toute la semaine. De vieilles filles, des Catherinettes. Oh, mais c'est qu'elles n'ont pas dû avoir de chance en amour, hein, les pauvres filles. Elles vivent toutes les 2 dans une ferme, oui, à l'écart. Ah ben oui, elles ont toujours été à l'écart. Ça qui se disait à la radio locale. Je paye mon café à Jojo, qui me propose d'ailleurs de me déposer chez mes parents. Mais je préfère marcher. Sur le chemin, des scooters, des vieilles mobs débridées. Tout n'a pas changé, le monde des 2 roues est éternel. Je fais un détour par le vieux gymnase et par le stade du village. Les matchs ont été suspendus, indique un arrêté municipal, suite à une baston générale mettant aux prises l'équipe du village et celle d'un quartier de la ville. Je m'imagine vivre encore ici. C'est sûr que j'aurais été au milieu de la baston à cracher ma rage. Je souris à cette idée. C'est si loin pour moi,
comme si la fille à la queue de cheval était le personnage d'un film, d'une fiction, un personnage dont je me sentais proche, mais que dans mon fauteuil de spectatrice bien confortable, j'avais tout le loisir de juger. Je m'assois sur le banc du stade. En face, près de l'ancienne buvette, il y a un homme. Je le reconnais à cette manière de se tenir. Il se lève, s'approche de moi de manière assez vive. Mon cœur palpite. Il traverse le terrain dans ma direction. Et pourquoi, je n'en sais rien, je repense soudainement au groupe d'ultra-droite. Est-ce qu'il me casserait les genoux, à moi aussi? Est-ce que je finirais dans le barrage? Je repense à leur arsenal, à leurs fusils d'assaut, leurs fusils à pompe, leurs grenades. Et là, je souhaite que ce stade explose et emporte cet homme massif qui se dirige droit sur moi. La colère consume mes muscles, parce que je le reconnais. Il a vieilli, son crâne est rasé, son corps plutôt courbé, moins souple, moins sportif, plus brut, plus gras, mais c'est bien lui. C'est mon père. Ma bouche s'ouvre, mais ma colère bloque le cri à l'intérieur de moi, comme si j'avais perdu la faculté de communiquer. Je suis un corps tendu, électrique. Je suis un pistolet mitrailleur, non. Je suis un char d'assaut, non, je suis une bombe. Mais quelque chose m'empêche de dégoupiller la grenade. Mon père arrive droit sur moi, mes poings serrés. Et ses mains, ses grosses mains raides, dures et encrassées s'ouvrent. Elles me saisissent et me soulèvent. Mon corps s'écrase contre lui, sur ce torse raide et massif de la campagne. Cette odeur, une odeur si particulière, amère, réconfortante, brute, masculine, l'odeur de mon père. Il ne dit rien. Il me serre pendant de longues minutes. Ma cage thoracique tremblante dans ses bras, et mon corps lâche. Soudainement, je pleure. Là, sur ce stade, dans cette violence et cette peur qui m'ont submergée, j'ai osé. Je suis la fille à la queue de cheval.